Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Eh bien, bonsoir mes très chers enchanteurs, il est 21h, l'heure de l'Observatoire en Scorpion. Donc je vous laisse en compagnie de Maggie et Mo qui sera là en deuxième heure. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et bien sûr le chat radioantasia.fr, le chat, vous mettez votre pseudo et vous êtes parmi nous. Je te laisse la place ma très chère Maggie et bonne soirée à toi et à tous les enchanteurs. Merci Alina. Bonsoir, chers enchanteurs et enchanteresses, curieux, curieuses, pratiquantes et pratiquants. Bienvenue à l'Observatoire en Scorpion. Pour nos personnes qui nous écoutent en Europe, il est 21h, donc j'espère que vous avez tamisé les lumières, faites votre petite boisson chaude, allumez une chandelle, installez une ambiance parce que ce soir, je vous raconte le Québec, mais le Québec fantastique, imaginaire. Nous allons rencontrer ensemble des loups-garous, des sorcières, des feux follets, peut-être le diable même. Et je vais, par le fait même, vous expliquer un peu le folklore québécois. Et pour les Québécois, Québécoises qui sont avec nous ce soir, eh bien, c'est une belle occasion de se rappeler toute la richesse des contes québécois et de notre folklore aussi, folklore qui est reconnu à travers le monde. J'ai appris en rencontrant une écrivaine bien connue au Québec, Kim Thuy, qu'il y a dans beaucoup d'universités dans le monde, il y a des études qui se font sur la littérature québécoise et pour, entre autres, visiter et observer ce folklore très riche qui est parmi nous au Québec et qui fait rêver d'autres communautés à travers le monde. Donc, nous allons plonger dans cet univers ensemble ce soir. Je vais lire des histoires, donc je ne pourrai pas toujours avoir les yeux sur le chat, mais Alina pourra, à la fin des histoires, pourra me dire s'il y a eu des questions par rapport à l'histoire et aussi j'ai des points à vous apporter au travers, c'est ça, à la fin des histoires pour expliquer certaines choses par rapport au folklore. Donc, ce sera une soirée très riche en émotions et en apprentissage et en partage aussi du folklore typiquement québécois. Donc, comme Alina disait, en deuxième heure, il y a Mo qui va venir nous rejoindre, notre alchimiste maison, qui va venir nous parler un peu des symboliques reliées à l'Halloween en lien j'imagine bien, avec sa pratique alchimique. Donc, j'ai bien hâte de l'écouter nous parler de ça et d'interagir aussi. Donc, voilà. Autre chose aussi, notre très chère Kat ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais on la salue bien bas. C'est son anniversaire et donc, elle est fêtée, festoyée, célébrée aujourd'hui parmi les siens. Et donc, c'est la raison pourquoi qu'elle ne pouvait pas nous rejoindre ce soir, mais on lui envoie plein de belles ondes, de belles énergies, qu'elle passe un très beau moment pour traverser cette nouvelle année qui se clôt et qui s'ouvre pour elle. Donc, douce pensée vers notre très chère Kat. Je vois le mot Wendigo, évidemment, on va aller chatouiller un peu le côté autochtone en parlant un peu du Wendigo. Je vais probablement aborder ce sujet en début de deuxième heure parce que c'est un sujet que je n'ai pas à lire. C'est un sujet particulier et sur laquelle, c'est ça, je vais pouvoir un peu surfer sur cet être mythique. Donc oui, je vais parler aussi du Wendigo. Je vous le promets. Alors, est-ce qu'on commence par la sorcière? Est-ce qu'on commence par le loup-garou? Est-ce qu'on commence par le diable? Allons vers un côté... commençons par la sorcière.
Parce que moi, en fait, j'ai un petit rituel. Hein. Quand je viens à votre rencontre, même si on ne se voit pas, je me prépare, je me maquille, je m'habille pour l'occasion. Je mets mon petit encens, vous savez, j'ai mon verre d'eau, ma tisane. Donc, j'ai mon petit rituel de préparation pour aller à votre rencontre, même si vous n'entendez que ma voix et mon garçon me notait tantôt « Ah, maman, tu te prépares et tout ça? » J'ai dit « Mais oui, j'ai dit, il faut être de circonstance, sinon je me sens pas j'ai en pyjama, j'ai pas envie de raconter des histoires nécessairement, hein, j'ai plus envie de les écouter. » Donc, c'est ça, je fais mon petit rituel et c'est un petit rappel aussi que chaque rituel est important, même si les gens ne le voient pas. Donc, c'est ça. Donnez-moi un petit instant, s'il vous plaît. Mo, es-tu là? OK. Excusez-moi, parce qu'il y a des gens qui parlent derrière moi, ça me déconcentre. C'est ça qui arrive quand on a une maison qui a beaucoup de vie. Donc, on va commencer avec, peut-être certains ont déjà entendu le nom de la Corriveau. Donc, Marie-Joseph de Corriveau. Donc, c'est basé sur une histoire réelle. Dans le temps qu'on pouvait dans le temps qu'on pouvait... Donne-moi un petit instant. OK, il y a des gens qui parlent à côté de moi. J'ai beaucoup de difficultés. OK, bon, le silence est revenu. Donc, Marie-Joseph Corriveau dit la Corriveau, la seule et unique, qui a reçu, comment qu'on pourrait dire ça, qui a reçu la peine capitale. C'est dans les dernières peines capitales au Québec qui ont été reçues. Et donc, ça arrive dans une circonstance historique assez particulière. Et aussi, la peine qu'elle a reçue a été comment on pourrait dire, a marqué les esprits. C'est pour ça qu'elle est devenue légende. Et donc, je vais vous lire son histoire. La Corriveau. Alors, née en 1733 à Saint-Vallier, Marie-Joseph Corriveau se marie une première fois en 1749, à 16 ans, à Charles Bouchard. Il est milicien pendant la guerre de 7 ans et combat notamment sur les plaines d'Abraham en septembre 1759. Son premier mariage naissent 3 enfants, Françoise, Angélique et Charles. En avril 1760, Charles Bouchard décède de fièvre putride, une façon de décrire à l'époque un état contagieux causant souvent la mort, dont les symptômes comprennent une très forte fièvre, des frissons et une accélération du rythme cardiaque. Veuve, Marie-Joseph doit assurer l'avenir de sa famille en plus de s'occuper de ses parents. Elle se remarie en 1761 à Louis-Étienne Dodier, propriétaire des terrains voisins des siens. Or, Joseph, le père de Marie-Joseph, et son nouveau mari ne s'entendent pas du tout. Plusieurs altercations se produisent entre les deux hommes, donc entre le père de Marie-Joseph et son nouveau mari. Il semble que la relation entre les époux est elle aussi mauvaise. En 1762, Marie-Joseph s'enfuit de la maison pour se réfugier chez son oncle. Elle est forcée de retourner au domicile familial par le major Abercrombie, officier militaire en charge de l'ordre dans la région. Les habitants de Saint-Vallier, ainsi que les autorités britanniques, sont bien au courant des tensions qui existent entre Dodier et Marie-Joseph, ainsi qu'entre Dodier et Joseph. Le 27 janvier 1763, Louis-Étienne Dodier est retrouvé sans vie dans son écurie. On rédige rapidement un rapport, avec témoins, établissant que des ruades de cheval sont la cause de la mort. Il est enterré le jour même, avec l'accord du major Abercrombie. Comme on peut l'imaginer, cet événement fait beaucoup jaser à Saint-Vallier.
Dodier a été inhumé très vite, sans exposer le corps du défunt, qui plus est dans un contexte de querelle familiale. Des rumeurs veulent que ce soit Joseph Corriveau ou sa fille qui soit responsable de sa mort. Alors on s'imagine très bien sur les parvis de l'Église, où est-ce que les gens se voient une fois par semaine, qu'il y a du papotage qui se fait, des opinions qui se créent et tout ça, et donc ça jase dans le village. Quelques jours plus tard, le frère de Dodier porte plainte pour que justice soit faite, convaincu que des éléments ont été cachés. Le sergent Alexander Fraser informe aussi Abercrombie qu'il s'est rendu à la grange le matin du 27 janvier et que les blessures qu'il a aperçues au visage du défunt n'auraient pas pu avoir été faites par des ruades de cheval. Abercrombie en avise le gouverneur Murray qui ordonne d'exhumer le corps. Une autopsie confirme l'information. Joseph Corriveau et sa fille Marie-Joseph sont arrêtés par les autorités britanniques pour être détenus à Québec. Le territoire de la province de Québec est sous le régime militaire britannique depuis 1760. C'est dans ce contexte que se déroule le procès. La nouvelle de la signature du traité de Paris, signé le 19 février 1763, cédant officiellement la Nouvelle-France aux Britanniques, n'arrive qu'en mai. La ville de Québec, ayant été largement détruite par les bombardements des dernières années, le procès de Marie-Joseph de Corriveau se déroule au couvent des Ursulines du 29 mars au 6 avril 1763 devant une cour martiale dont les membres ont possiblement une compréhension limitée du français. Il n'existe aucune preuve qu'une traduction des témoignages ait eu lieu durant le procès. Les deux accusés, Marie-Joseph et son père, sont défendus par l'avocat Jean-Antoine Saillant. Un fait nouveau puisque sous le régime français, les accusés n'avaient pas le droit d'être présentés. Plusieurs témoins sont entendus, dont les deux filles de Marie-Joseph. Le curé Blondeau et le capitaine de milice Jacques Corriveau laissent entendre avoir voulu protéger l'honneur de la famille Corriveau en identifiant au rapport une mort accidentelle. Les témoignages permettent aussi d'apprendre que Dodier avait 4 blessures à égale distance au visage. Le 9 avril, le verdict est prononcé. Joseph Corriveau est condamné à mort pour le meurtre de son gendre, Louis Dodier. Sa fille est accusée de complicité. L'exécution de la sentence est prévue le 15 avril. Donc, au Québec, dans les années 1700, il y avait des condamnations à mort. Petit aparté de ma part. Alors, voici un extrait du jugement prononcé le 9 avril 1763. C'est une traduction, vu que c'était en anglais. La Cour est également d'avis que Marie-Joseph de Corriveau est coupable d'avoir eu connaissance du dit meurtre et la condamne donc à recevoir 60 coups de chat à 9 queues sur son dos nu et à être marquée au fer rouge de la lettre M pour meurtrière à la main gauche. Comme il est d'usage, on permet à Joseph Corriveau de se confesser avant son exécution. Il mentionne au jésuite Glapion avoir voulu sauver la vie de sa fille en se laissant condamner. Il est pris de remords et craint de ne pas avoir sa place au paradis. Il pointe Marie-Joseph comme seule coupable. Mis au fait de ses confessions, Murray ordonne un second procès qui débute le 15 avril. Le verdict est prononcé le jour même. Le père est innocenté. Entre-temps, Marie-Joseph aurait fait des aveux. Elle plaide coupable. Gros revirement de situation. Alors, voici un autre extrait des notes de la cour martiale, le 15 avril 1763, toujours une traduction. La veuve Dodier Marie-Joseph
Corriveau déclare qu'elle l'a fait avec une hachette, qu'elle n'a été ni conseillée ni aidée et que personne n'en a eu connaissance. Elle ajoute que c'est en grande partie à cause des mauvais traitements infligés à son mari qu'elle s'est rendue coupable de ce crime. Le 18 avril 1763, Marie-Joseph Corriveau quitte la prison de la Redoute royale pour être pendue à l'endroit qu'on appelle les Buttes à Nepveu, près de l'actuel musée des Plaines d'Abraham. De nombreux curieux assistent certainement à l'événement, comme à toutes les exécutions publiques à l'époque. Conformément aux ordres donnés par le gouverneur Murray, son corps sans vie est ensuite installé dans une cage de fer construite à sa taille, puis traverse le fleuve vers la Pointe-Lévis pour être exposé dans un lieu très passant, accroché à une potence. Elle y demeurera pendant plus d'1 mois. On peut s'imaginer aisément de quoi ça pouvait avoir l'air et comment ça pouvait être impressionnant aussi de voir ça. Alors, permettez-moi, donnez-moi un petit instant. Je prends une mini-pause pour vous envoyer une image, si je peux faire ça. Je ne peux pas. Envoyer des images, comment ça fonctionne? Je peux pas juste faire tu peux me transmettre l'image si tu veux par MP Facebook, hein, et moi je mets. Ah oui, c'est parce que je ne l'ai pas. Je suis sur mon ordinateur, mais ce n'est pas mon ordinateur, donc je n'ai pas accès. Mais tu peux le trouver assez facilement, Lina, sur Internet. Ouais, c'est ça, je ne suis pas capable de juste copier-coller, à moins que j'enregistre. Alors, donnez-moi un instant. On va prendre la peine de vous envoyer ça en bonne et due forme. Je vais faire ça comme ça. Les joies des Internets. Parce que la cage est quand même impressionnante. Ah, voilà. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont dans le chat, vous pouvez voir à quoi ressemblait la cage. En tout cas, le corps, comment il était pris, parce qu'évidemment, elle était morte dans cette cage qui a été, c'est ça, sur un chemin très passant. Donc, on voyait une personne enfermée dans ça. Donc, je reviens à notre histoire. Donc, conformément aux ordres donnés par le gouverneur Murray, son corps sans vie est ensuite installé dans une cage de fer construite à sa taille, puis traverse le fleuve vers la Pointe-Lévis pour être exposé dans un lieu très passant, accroché à une potence. Elle y demeurera pendant plus d'1 mois. Je pense que je l'avais déjà lu. Mais ça nous remet dans le bain. Dans la province de Québec, cette peine est du jamais vu. Cette condamnation est cependant plus commune dans les territoires anglais, surtout dans les décennies précédentes. L'augmentation de la criminalité avait encouragé les autorités britanniques à donner des peines plus sévères. Cette punition doit servir d'exemple et inspirer la crainte, et c'est pourquoi elle est faite publiquement. Elle se veut aussi dissuasive car elle empêche de réaliser les rites religieux habituels, le corps n'étant habituellement pas remis à la famille. Et puis ça, au Québec, les gens étant très religieux par rapport au catholicisme, c'était quelque chose d'assez grave. Là. Si on ne pouvait pas recevoir les derniers rites, clairement, on n'allait pas au paradis. Hein, si on avait une chance, malgré que si on était un meurtrier, une meurtrière, en principe, on n'y allait pas, à moins de se confesser et tout. Mais bref, ça avait quand même une portée assez importante de procéder à ces sévismes-là outre-tombe. Le 25 mai 1763, la nouvelle de la fin de la guerre est arrivée à Québec. La paix étant faite, le gouverneur Murray autorise le retrait de la cage. Marie-Joseph de Corriveau est enterrée dans sa cage, près de l'église de Saint-Joseph de la Pointe-Lévis. Donc, la Corriveau devient une légende. Avec un châtiment si inhabituel,
on peut penser que l'histoire de Marie-Joseph Corriveau a marqué les esprits, attisé les peurs et qu'elle est restée dans la tradition orale de la région de la Côte-du-Sud pendant les décennies qui ont suivi. C'est au moment où l'on retrouve accidentellement la cage, vers 1850, que l'histoire de Marie-Joseph de Corriveau, la veuve d'Odier, fait couler beaucoup d'encre. L'auteur Louis-Honoré Fréchette contribuera à la faire connaître en affirmant avoir été témoin du moment où on l'a déterrée près de l'église Saint-Joseph. La cage devient objet de curiosité. Elle est exposée en différents lieux, notamment à Montréal et à Québec. Pour attirer des visiteurs, les encarts des journaux ne manquent pas de donner des détails croustillants sans trop d'égard à leur véracité historique. Déjà dans le journal La Minerve en 1851, son histoire s'éloigne de la réalité. Elle aurait tué 2 maris en leur versant du plomb dans l'oreille, et ça, parenthèse, c'est ce que j'ai entendu de la Corriveau, alors que Dodier aurait été étranglé, puis tué à coups de marteau avant de lui percer le crâne avec une fourche de fer. C'est donc son dernier mari, le mari qui est décédé, en fait, pour laquelle la Corriveau a été accusée. La Corriveau, dans les journaux et les livres, devient légende. Les maris se multiplient. On dit qu'elle les empoisonnait. Ça aussi, je l'ai entendu. L'histoire de la Corriveau, une sorcière, intéresse bien au-delà des limites de la Côte-du-Sud. La cage séjourne dans quelques lieux aux États-Unis pour finalement se retrouver au Peabody Essex Museum de Salem, rien de moins. En 2011, elle y est repérée par des membres de la Société d'histoire régionale de Lévis. La cage de Marie-Joseph de Corriveau est rapatriée alors au Québec pour être analysée et pour confirmer son authenticité. Elle fait maintenant partie de la collection du Musée de la civilisation. Donc, son histoire, quand même, ça fait 250 ans et elle a inspiré des œuvres, des livres, un spectacle théâtral aussi, notamment, qu'on peut voir à chaque année. Et c'est tout pour ce que j'ai à vous lire. Donc, à premier abord, ça n'a pas été une sorcière tout de suite, mais c'est quand que cette histoire-là s'est retrouvée à se faire mousser. On est allé de 2 maris tués alors qu'il n'y en avait qu'un. Le premier est décédé de maladie. Mais là, les gens ont comméré. Peut-être qu'elle l'a empoisonné finalement. Peut-être que elle lui faisait manger des choses qu'il ne fallait pas puis que finalement il est mort. Peut-être qu'elle lui a jeté un sort pour qu'il meure plus vite. Moi, j'avais entendu même que c'est ça. Elle avait eu 7 maris alors qu'il n'en avait eu que 2. Puis, oui, donc c'est super intéressant de pouvoir revenir sur cette histoire-là et de faire le lien justement entre qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qu'on a entendu d'elle. Puis c'est surtout son châtiment aussi qui a été très exemplaire. Au Québec, c'était pas commun que des femmes ou même des hommes reçoivent une peine aussi cruelle. Il y a eu des pendaisons, si on parle des patriotes, par exemple, qui a été quand même assez tragique comme événement au Québec. Mais de là à exposer les corps, puis c'est assez impressionnant. Tu sais, si tu as à faire le chemin une fois par semaine ou des choses comme ça que tu as à passer par là, c'est très impressionnant comme image à chaque fois que tu passes sur le chemin. Donc, c'est pas rien. Et en plus que la cage, elle a été assez impressionnante. Elle a porté en elle une énergie assez particulière pour se retrouver à être trimballée jusqu'aux États-Unis même, jusqu'à Salem, ville des sorcières, reconnue pour ses procès de sorcellerie. Donc, clairement, on a pensé même qu'elle était une sorcière, mais on voit bien qu'il n'y a rien dans la réalité qui pouvait laisser supposer ça.
On peut seulement imaginer une femme avec ses 3 enfants qui se retrouve à se marier un peu par dépit. Hein. On avait, au Québec, on avait un peu cette obligation-là hein, de se retrouver marié, sinon on se faisait achaler par la famille, on se faisait achaler par le clergé. C'était pas normal, une femme seule. On peut se rappeler aussi en Europe, hein, une femme qui n'était pas mariée, il y avait toujours une suspicion, hein, la liberté féminine, c'était pas quelque chose qui était bien vu. Et donc au Québec aussi, il y avait cette pression-là pour les femmes de se remarier rapidement, même quand elles étaient veuves, de ne pas rester seules. Donc, on peut très bien, c'est ça, s'imaginer que Marie-Josette, elle a eu cette pression-là sociale de se retrouver un mari rapidement et de se retrouver avec quelqu'un avec qui ça va pas bien. Hein, on peut s'imaginer qu'est-ce qu'on peut avoir vécu pour en venir à vouloir faire un meurtre quand même. C'est pas rien. Donc, c'est ça. C'est une triste histoire au final, mais qui est quand même passée sous la légende, quand même. Je pense que c'est la légende la plus récente d'une histoire vraie, en tout cas. Donc, passons à une autre histoire. Je vais vous raconter ce qu'on appelle le conte populaire. Et je vais vous parler, peut-être, je regarde l'heure, ça passe très vite. Notre histoire de loup-garou sera peut-être en début de 2e heure. Nous verrons bien. Mais je vais continuer tout de suite. Pour le conte populaire, écrit, partagé par Charles Laberge. C'est tiré d'un excellent livre. Si vous voulez vous le procurer et lire toutes les histoires, les contes les plus fabuleux, les plus fantastiques du Québec. Donc, ça s'appelle « Les meilleurs contes fantastiques québécois du 19e siècle ». Vous avez toutes les histoires, les grands classiques de notre folklore québécois. C'est un petit bijou à avoir et donc les 2 prochaines histoires sont tirées de ce fameux livre. Donc, conte populaire. Paris ne s'est pas fait en un jour, Terrebonne non plus. Et je fais un petit aparté ici parce que Terrebonne, c'est quand même ma ville natale. Donc, j'ai un petit amour particulier pour cette ville, bien entendu. Et c'est un peu la raison pourquoi je l'ai choisie, en dehors de l'histoire extraordinaire que vous allez entendre. Donc, on va parler de diable dans celle-ci. Or donc, Terrebonne, qui est aussi un beau et grand village, étendu de tout son long sur la côte de la rivière Jésus, n'était, au dernier siècle, qu'un tout petit enfant qui s'essayait, en jouant à grimper sur la côte. Il y avait dans ce petit village une petite maison, dont l'emplacement se trouve aujourd'hui au pied de la côte, au beau milieu de Terrebonne. Cette maison se trouvait à la fourche de 4 chemins, circonstance importante quand on sait que c'est toujours là que se fait cet effrayant contrat, la vente de la poule noire. Et si vous connaissez un peu le folklore en général, hein, les croisées de chemin ont un petit côté magique, justement. On se rappelle aussi que certains bluesmen allaient probablement pactiser avec le diable et ça se passait souvent sur les croisées de chemin. Alors, je reviens à notre histoire. Le ciel était beau, mais la terre bien triste. L'automne l'avait jonchée de feuilles mortes et les pluies l'avaient recouverte d'une hideuse couche de boue. Pourtant, il n'y a pas de mauvais temps quand il s'agit de chômer une de ces fêtes canadiennes aussi vieilles que la première croix plantée sur notre sol. Or, c'était la Sainte-Catherine, ce jour de réjouissance nationale. C'était la fête de cette sainte dont le nom seul apporte le sourire sur les lèvres des Canadiens. Terrebonne était alors, comme il est encore, essentiellement français, de sorte que tout ce qu'il y avait de gai s'était donné rendez-vous à la fourche des 4 chemins. La toilette était au grand complet. 2 beaux grands garçons à la tournure cavalière et des jeunes filles charmantes comme il y en a encore à Terrebonne.
Quand tout ce jeune monde fut disposé dans un local de 20 pieds carrés, c'était charmant à voir. Toutes ces têtes qui s'agitaient, ces pieds qui trépignaient, ces sourires, ces œillades, ces petits mots jetés négligemment dans l'oreille d'une voisine en passant, tout cela formait le joli coup d'œil. Après qu'on se fût donné force poignées de main, et peut-être quelques baisers, ce dont la chronique toujours discrète ne dit rien, quand les jeunes filles eurent bien babillé et se furent débarrassées de leurs manteaux, quelque chose frappa d'abord tous les jeunes gens à leur en faire venir l'eau à la bouche. Une forte odeur de sucre était répandue dans la maison. Dans un coin, il y avait une cheminée que réchauffait un bon feu. Sur ce feu étaient disposés méthodiquement 2 grandes poêles à frire qui contenaient ce que tout le monde a deviné, de la mélasse. Car que faire à la Sainte-Catherine si l'on ne fait pas de la tire, la fameuse tire Sainte-Catherine? La liqueur s'élevait à gros bouillon au-dessus des poêles pour annoncer que tout serait bientôt prêt. Tous les yeux étincelèrent de joie. Après quelques minutes d'attente, employées à se prémunir contre les dangers qu'allait courir la toilette, le sucre fut apporté dans l'appartement. Il n'y a pas besoin de dire que ce fut une fureur. Tout le monde se jetait dessus, en arrachait les morceaux des mains de ses voisins avec des éclats de rire fous. Tout l'appartement fut métamorphosé en une manufacture de tire. Et il y en avait partout, au plancher d'en haut comme à celui d'en bas. L'appartement en était saturé. Puis, les lignes se formèrent, on joua à la scène avec de longues cordes de tir qui pêchaient les gens par le visage. Chacun se permettait de dorer la figure de son voisin. Tout le monde était sucré, barbouillé, tatoué de la façon la plus pittoresque. C'était un brouhaha dans la maison à ne plus entendre, un tintamarre à devenir sourd. Une seule chose pouvait ralentir l'entrain et, pour un instant du moins, donner un peu de répit, c'était la musique. Ce charme qui entraîne tous les êtres vivants, quelque grossiers que soient ses accords. Mais ici, le roi des instruments venait de résonner. Un jeune blondin, à figure prétentieuse, assis dans un coin, promenait à tour de bras son archet sur son violon en battant la mesure à grands coups de pied. Tout le monde se mit à fredonner et à sautiller. La tire était vaincue. Les souliers volent d'un bout à l'autre de la chambre sans qu'on les voie partir. Les gilets en font autant. C'était un enchantement, un sort. 2 couples entrent en danse et entament une gigue furieuse, chacun de leur côté. Les sauts, les gambades, les saluts, les demi-tours à droite et à gauche, c'était un vrai tourbillon, c'était comme la chanson « Chant dessus-dessous, chant devant-derrière ». À la gigue succédèrent la contredanse, la plongeuse à triomphe, toutes danses animées, vives et gaies. Tout le monde était transporté. Danseurs et danseuses, hors d'eux-mêmes, sautaient, frottaient, piétinaient à en perdre la tête. Au moment où la danse était le plus animée, on entend tout à coup frapper à la porte. « Ouvrez !» dit un des danseurs. Un monsieur, vêtu en noir des pieds jusqu'à la tête, à la figure belle et intéressante, à la tournure distinguée, entre dans la maison. Chacun des assistants, avec cette politesse hospitalière, caractère national des Canadiens, s'empresse autour du nouveau venu. 1000 politesses lui sont prodiguées et on lui présente un siège qu'il accepte. Les gens furent un peu surpris, mais la politesse, l'hospitalité vraie et cordiale et si naturelle chez nos habitants fait tellement partie de leur mœurs que l'étonnement fut de courte durée. La danse recommença comme de plus belle. L'étranger, émerveillé, regardait avec intérêt cette gaieté franche, si naïve, si expansive. Après quelques minutes, le monsieur étranger fut poliment invité à danser. Il ne se le fit pas répéter et accepta l'offre de la meilleure grâce du monde. Il choisit parmi les jeunes filles une des plus jolies et la promena tambour battant dans tout l'appartement. Tout le monde admirait les grâces et la bonhomie de l'étranger quand tout à coup, la danseuse pousse un cri qui fait tressaillir tous les assistants et s'évanouit. La main de son partner
avait violemment pressé la sienne. On la transporte dans une chambre où les soins lui sont prodigués. La danse fut interrompue. Tous les assistants commencèrent à regarder le monsieur avec soupçon. Le plaisir avait fait place à l'inquiétude. Un des jeunes gens s'avance vers l'étranger et lui demande son nom. Pas de réponse. Tout le monde se regarde avec étonnement. Quel est cet homme singulier? La demande réitérée ne reçoit pas plus de réponse, même mutisme. L'étranger paraissait cloué à son siège, sans mouvement aucun. Seulement, ses yeux commençaient à devenir plus brillants. Les jeunes gens tinrent conseil et ont résolu de le faire sortir. L'un d'eux lui dit tranquillement « Monsieur, nommez-vous ou sortez ?» Pas de réponse. Les jeunes filles effrayées se retirèrent dans un coin de l'appartement, attendant avec anxiété le dénouement de cette scène extraordinaire. « Nommez-vous ou sortez » répéta un des jeunes gens. Pas de réponse. Un silence morne régna pendant quelques secondes. Tous restaient indécis, presque terrifiés, en voyant cet homme impassible qui ne bougeait pas. Un des plus résolus dit aux autres « C'est la dernière fois, il faut qu'il sorte. » Chacun hésite à s'approcher le premier. L'étranger ne bouge pas davantage. Seulement ses yeux devinrent de plus en plus brillants et lancent des éclairs. Tous les assistants en sont éblouis. Personne ne peut soutenir son regard de feu. « Sortez, sortez !» Pas de réponse. « Eh bien, il faut sortir, » dit l'un d'entre eux. Plusieurs s'approchent de lui en même temps et le saisissent, l'un par le bras, l'autre par les revers de son habit. Ils font un violent mais inutile effort. Il reste ferme et inébranlable sur sa chaise comme une masse de plomb. Ses yeux deviennent plus ardents, toute sa figure s'enflamme graduellement. En même temps, une violente commotion se fait sentir. La maison tremble. « C'est le diable !» crie d'une voix perçante le joueur de violon qui lance son instrument sur le parquet. « C'est le diable! C'est le diable !» répète tout le monde. Impossible de peindre la frayeur, le trouble, la confusion. Porte, châssis, tout vole en éclats sous les coups des fuyards. Des cris déchirants se font entendre de tous côtés. Il n'y a pas assez d'ouverture pour recevoir à la fois tout ce monde qui se heurte, se presse, s'étouffe. Les lambeaux de gilets et de robes restent accrochés aux portes et aux châssis. Les blessures, les meurtrissures font pousser des gémissements. À droite, à gauche, les jeunes filles tombent évanouies. Les plus alertes fuient à toutes jambes et criant partout « Le diable! Le diable! » et réveillent tout le village avec ses lugubres mots. Tous les habitants se lèvent, on sort, on s'informe. Quand le fort de la terreur fut passé, quelques-uns eurent recouvré leurs esprits. Ils racontent ce qu'ils ont vu. « Allons trouver monsieur le curé, dit une voix. « Allons le trouver, répètent les autres. Ils arrivent au presbytère et trouvent le curé debout sur le seuil de sa porte, pâle, défait, ne sachant que penser. On lui raconte l'effrayant événement dans tous ses détails. « C'est le diable, dit-on, c'est le diable. » Quand le curé eut bien pris ces informations, « J'y vais aller, dit-il. Attendez-moi un instant. » Le curé rentre dans son presbytère, se dirige vers sa bibliothèque et y prend un petit livre à reliure rouge, le petit livre mystérieux, le petit Albert. Il revient après quelques minutes et tous se dirigent vers la maison, non sans trembler. Le curé s'arrête à quelques pas et fait signe à ses gens de ne plus avancer. Une clarté éblouissante était répandue dans la maison. On eût dit que l'incendie y exerçait ses ravages. Le curé regarde dans la maison et aperçoit un homme de feu, assis sur une chaise, toujours à la même place, immobile. Surmontant la frayeur qui le gagnait malgré lui, il ouvre le petit Albert et en lit à haute voix quelques passages. L'homme de feu ne bouge pas. Il recommence à lire, accompagnant sa lecture de signes mystérieux. L'homme de feu s'agite violemment sur son siège. Le curé lit encore quelques mots, puis il dit à haute et intelligible voix « Au nom du Christ, sortez d'ici !» Tout à coup,
La maison reçoit une violente secousse. Le sol tremble sous leurs pas. Un tourbillon de feu passa à travers un pignon de la maison. Tous s'enfuirent en poussant des cris effrayants. Le diable était parti, emportant avec lui un des pans de la maison que l'on n'a jamais pu retrouver. Le curé s'en retourna tranquillement à son précipitaire, le petit Albert sous le bras. Alors, cette histoire provient je ne sais pas si c'est un journal, je pense, qui s'appelait à ce moment-là L'Avenir, en 1848. Donc, tiré d'une histoire écrite en 1848. Et donc, le petit Albert, j'ai souvent entendu parler de ce petit livre et je savais que mon amoureux avait un exemplaire et je suis allée feuilleter ce fameux petit Albert pour voir où est-ce qu'il pouvait bien y avoir peut-être un sort ou un petit rite ou quelques mots qui pouvaient aider à faire fuir un diable. Et ça nous rappelle aussi qu'il y a certains livres, un peu comme la Corriveau tantôt, que parfois il y a même des livres qui ont une certaine réputation, mais quand on va les feuilleter, on s'aperçoit que c'est pas si fondé que ça. Parce que dans le Petit Albert, ce que j'ai trouvé, c'était des espèces de petits rituels ou comme des espèces de recettes pour des trucs du quotidien ou pour enlever le mal de tête, ou pour la prospérité, ou pour éviter telle chose. En tout cas, je ne pourrais pas vous nommer comme ça. Je n'ai pas pensé prendre le livre près de moi. Mais tout ça pour dire que je n'ai rien trouvé qui pouvait faire fuir un diable. Et aussi, c'est quand même un livre qui contient de la magie, veut pas, des actes magiques. Et j'ai trouvé ça bien cocasse de comprendre que, quand même, un curé québécois, typiquement catholique, pouvait avoir cet exemplaire, un exemplaire du Petit Albert dans sa bibliothèque et l'utiliser au lieu de la Bible. J'ai trouvé ça quand même cocasse de réaliser ça, et d'autant plus en pouvant lire, feuilleter un peu le Petit Albert aussi. Donc, c'était bien curieux de pouvoir, c'est ça, de faire ce constat-là. Autre chose, on parle du diable, puis par rapport à l'histoire avec les jeunes gens et le diable qui arrive toujours. En fait, il y a plusieurs histoires reliées au diable parce que dans les veillées québécoises, il y avait souvent, c'est qu'il y avait toujours de l'alcool et les gens dansaient. Et évidemment, c'était quelque chose qui était très mal vu par l'Église parce que, de un, on a du plaisir, de deux, bien souvent, on s'enivre un peu trop. Puis, il se passe aussi que ça donne envie de se coller à un monsieur ou à une demoiselle un petit peu trop pour la religion. Sans mariage, on fait pas ce genre de rapprochement-là, mais c'est sûr que dans ce type de soirée-là, où est-ce que les jeunes gens, c'était pas mal aussi le seul moment où est-ce que les jeunes gens se rencontraient dans les soirées de gig, c'est ça, c'est que là, il y avait, des rapprochements qui pouvaient se faire, puis ça, c'était très mal vu par le clergé. Parce qu'on ne fait pas ça hors mariage. Mais comment veux-tu rencontrer quelqu'un qui t'intéresse si tu fais jamais rien non plus? Donc, c'était une espèce d'interdit. Et donc, pour faire peur un peu à la populace, ce genre d'histoire-là était souvent racontée parce que ça se passe, c'est ça, à des soirées dansantes, qu'il y a de la musique. Il y a toujours un inconnu qui arrive et c'est souvent le diable qui vient tenter les jeunes gens. Donc, c'est pour aussi freiner les ardeurs de la jeunesse, entre autres. Je vais regarder, Alina, est-ce qu'il y avait des questions, peut-être? Pas spécifiquement.
Par contre, je me permets, vu que je possède le petit et le grand Albert, de partager des photos, en fait, des captures du livre. Ah, ben oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Ah, tu as une vieille, une version avec des images. C'est super intéressant. Donc, voilà pour la deuxième histoire. Est-ce qu'on a le temps pour une troisième? Parce qu'après ça, la prochaine demi-heure va arriver, après la pause musicale, va arriver rapidement. Mais il y aura plusieurs choses à dire sur cette histoire. Eh bien, je vous dirais peut-être, allons-y avec l'histoire du Wendigo. On va y aller avec ça, puis après ça, je vais vous raconter la dernière histoire au retour de la pause musicale. Pour être sûr de bien cadrer dans le temps. Hein, ça passe très vite cette soirée. J'espère que je ne parle pas trop vite aussi. Hein, il y a des termes qui sont typiquement québécois. Donc, si jamais il y a des mots, des termes que vous vous posez question, n'hésitez pas à le demander dans le chat. Je vais vous expliquer ces termes-là particuliers. Donc, on va aller vers le côté autochtone, le Wendigo. Qu'est-ce que c'est? C'est apparenté ou on le mélange parfois avec le Bigfoot ou avec le Sasquatch, mais c'est un être qui est à part. En fait, c'est représenté souvent par un humanoïde qui va porter des crânes sur la tête. C'est aussi, c'est pas un être nécessairement de la forêt non plus. En fait, je vois ça un peu comme une maladie dans le sens que c'est souvent des personnes. En fait, comment que ça se passe? Comment se crée un Wendigo? C'est une personne qui porte une tristesse et une violence très, très forte. Par exemple, quelqu'un qui va perdre sa famille, qui va se retrouver qui va avoir vécu une situation de grande violence et qui va porter une haine, une certaine dépression, un état psychologique de vengeance. Et ça vient tellement chercher, la personne devient tellement affectée qu'elle peut se transformer en Wendigo. Cette personne-là va souvent se retirer de la communauté. Et ce qui est raconté après ça par les peuples autochtones, c'est que ces personnes-là deviennent cannibales et vont se retrouver avec une folie meurtrière aussi. Donc, elles vont tuer, errer dans les forêts, manger de la chair fraîche. C'est quand même, les Autochtones ne mangent plus tellement de viande fraîche, sauf quand elle est fraîche. Mais sinon, hein, on va la faire sécher, on va la faire cuire, ce genre de choses-là. Donc, la personne se retrouve vraiment dans un état très animal et va s'habiller d'os à peine, va sembler décharnée. Puis, donc, elle devient... Donc, c'est pas juste dans la vision autochtone de ce que j'en comprends, c'est pas une personne juste qui devient... c'est au-delà de juste devenir frustré de la vie puis aller vivre en ermite, en solitaire. C'est vraiment une porte ouverte. Ces grandes émotions négatives-là sont une porte ouverte vers qui vont attirer l'esprit du Wendigo. Et donc, tu vas te retrouver possédé par cet esprit-là. Et donc, tu vas avoir, c'est là que tu te retrouves à avoir certains pouvoirs et tu es porté par cet esprit-là de vouloir faire du mal autour de toi. Ils vont se retrouver avec une force surnaturelle, vont se retrouver aussi à être capables de se promener en forêt d'une manière peu commune
impressionnante et très inquiétante. On va parler de yeux qui vont miroiter, un peu comme les animaux aussi. Donc, l'esprit du Wendigo, c'est vraiment, c'est ça, à la base, c'est un être humain. Donc, les Autochtones avaient beaucoup peur, donc, qu'un membre de la famille puisse aller vers ça. Donc, quand cette histoire-là, en fait, ces contes-là vont, je vous dirais, à se faire raconter l'histoire du Wendigo ou qu'est-ce que c'est un Wendigo, ça nous rend empathiques à notre prochain. Hein? On ne veut pas qu'un membre de notre famille, qu'un membre de notre communauté devienne un Wendigo et qu'il fasse du mal aux gens qu'il aime autour de lui à cause de à cause d'un vécu que la personne peut avoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on prend soin. Hein? Les histoires autochtones qui sont racontées, c'est souvent dans ce but-là. Hein? C'est pas de contraindre. Hein? On voit que les deux histoires que je vous ai racontées entraînent les gens à se contraindre à certaines choses. Hein? C'est sûr que je ne vais pas me venger en faisant un meurtre. Je sais que je ne vais pas recevoir les rites religieux pour pouvoir aller, pour pouvoir traverser, là, peu importe si je vais au paradis ou en enfer. Je n'aurai pas droit à ça si je fais, si je commets un meurtre, même si c'est parce que j'étais en détresse. Dans l'histoire de la danse puis du diable, hein, ça ne me donne pas envie de me laisser aller passer des belles soirées parce que je sais que je pourrais me faire tester par le diable, hein, et le rencontrer, puis on ne veut pas ça. Donc, les histoires de type québécoise, souvent, sont pour nous contraindre. Hein, on nous raconte ça pour nous contraindre dans certaines choses qu'on peut avoir envie de faire. Les Autochtones, au contraire, ça va être, je vois ça d'une autre manière, comment c'est raconté. C'est pas nécessairement pour te contraindre, mais c'est comme, hey, on veut pas arriver, vers ça. On veut pas qu'un de nos membres de la famille, de la communauté, arrive, qu'on le laisse tomber, qu'on s'occupe pas de lui ou de elle. Donc, on veut pas qu'il devienne un Wendigo. Parce que c'est un peu de la faute à tout le monde. Hein? Si la personne se retrouve à être possédée par un esprit vengeur, veut pas, c'est un peu de notre faute parce qu'on l'a laissé être malheureux trop longtemps. On l'a laissé dans sa dépression, on l'a laissé dans son malheur, on ne l'a pas aidé quand la personne en avait besoin. Donc, moi, je le vois plutôt de cette manière-là. Puis je dis pas ça dans un jugement, mais je dis ça dans une espèce de comparatif avec toutes les histoires que j'ai pu lire au niveau des Autochtones, où est-ce qu'il y avait toujours un côté d'apprentissage. Hein? Puis dans apprentissage, il y a tisser quelque chose, je veux pas, on tisse des liens, des choses qui nous rapprochent. Donc, c'est l'histoire du Wendigo, tant qu'à moi, c'est ça, un côté très triste et très sinistre. Hein? On s'imagine la plus horrible des créatures, ce qui pourrait être le plus horrible, hein, qui pourrait arriver à un être humain. Mais c'est pour nous prévenir qu'on ne veut pas que ça arrive jusque-là. Donc, c'est ça, il y a pas, le Wendigo n'a pas d'histoire, hein, pas comme le Bigfoot ou le Sasquatch, des fois, c'est que des gens vont rencontrer, mais c'est quand même des êtres aussi qui ne sont pas juste imaginés, qui ne sont pas juste racontés, hein, c'est des choses que les gens vivent ou rencontrent, ou une espèce de légende, plus de la créature que d'une rencontre directement avec elle, hein, comparativement plutôt au diable, hein, qu'on vient de raconter tantôt. Donc, j'ai Lysia ici. Je trouve que le Wendigo, c'est comme si les émotions prenaient forme et transformaient jusqu'à la nature même de l'être affecté. Exactement, Lysia. Mais du coup, ça amène une question. On dit souvent qu'on a toujours une seconde chance, mais une fois transformé, un Wendigo peut-il redevenir comme avant? De ce que j'ai lu, la manière de s'en débarrasser, ce serait de le tuer. Est-ce que c'est possible de l'attraper
et qu'un chaman puisse exorciser la personne? Peut-être bien que oui. C'est une excellente question, Lysia, que tu poses. Je ne me suis pas renseignée là-dessus parce que quand on recherche sur le Wendigo, comme ça, en général, ils ne parlent pas de ce côté-là. Donc, je ne pourrais pas dire. Mais je vois deux options. Hein. C'est soit c'est soit de mettre fin à la vie de la personne ou encore de procéder à un rituel d'exorcisation par le chamanisme. Puis ça, ce serait juste un chaman qui pourrait nous parler de cette optique-là, ou même à savoir si ça s'est peut-être déjà passé ou passé dans la tradition orale des Autochtones. Peut-être qu'il y a déjà eu une histoire par rapport à ça. Pendant la pause musicale, je pense que je vais faire une petite recherche et pouvoir revenir avec ça, Lisa, si je trouve quelque chose sur les internets. Mais c'est ça, dans une première recherche de base, c'est pas quelque chose qui ressort. Donc, on met la petite pause musicale? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, excuse-moi, je cherchais le titre de la chanson. Donc, je vous présente une pièce d'environ 10 minutes. Donc, une seule artiste que nous allons entendre ce soir, une artiste particulière québécoise, Joranne. Joranne qui est un peu comme notre sorcière québécoise au niveau de la musicalité, qui utilise beaucoup la voix comme un instrument de musique et qui n'a pas nécessairement des mots à prononcer. Donc, il y a quelque chose de très beau et s'accompagne du violoncelle. Et dans son album de MN7, va aussi être accompagné de d'autres voix féminines. Donc, je vous présente Nouvelle Novembre parce que nous sommes tout proche du mois de novembre. Donc, Nouvelle Novembre de Joranne. À tout de suite. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, un magnifique morceau que vous venez d'entendre, c'est donc Nouvelle Novembre de Joranne. Merci à toi, Maggie. On reprend donc le live. Oui, merci Alina. J'espère que vous avez apprécié cette vibe de Joranne qu'en petit interlude. Alors, pour terminer avec le Wendigo, il n'y a pas vraiment de rituel, à part une cérémonie que les Autochtones apparemment faisaient. C'était plutôt une danse, la danse du Wendigo pour éloigner l'esprit du Wendigo. Notamment, on a parlé un peu que le Wendigo était comme cannibale, hein, mangeait d'autres humains et avait aussi une faim insatiable dans ce sens-là. Mais c'est ça, ce que j'ai lu rapidement, ça nous rappelle aussi les Autochtones en vivant ici en Amérique du Nord, dans les Amériques, hein, et en général, on n'est pas à l'abri de la famine. Hein, même en Europe, là, c'est arrivé malgré savoir, connaître l'agriculture et tout ça. On n'est jamais à l'abri de la famine. Et c'est des moments comme ça qui peuvent donner une envie, des fois, de si quelqu'un décède, hein, de peut-être se dire, ouais, je peux peut-être le manger. Hein, c'est le genre de recoin, hein, qu'on n'aime pas trop visiter, hein, dans notre psyché, mais quand on se retrouve dans un phénomène, en état de survie, il y a ce genre de barrière-là qui peut être beaucoup moins solide, hein, et avec compréhension. Et donc, c'est aussi un peu, le Wendigo, c'est un peu cet état-là de cannibalisme à laquelle c'est associé. Et donc, dans des moments de faiblesse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture, il y avait apparemment des cérémonies du Wendigo qui se faisait pour éloigner ces idées-là, hein, ces pensées-là. Donc, au niveau magique, on essayait d'éloigner ces esprits-là de nous quand on était ébranlé à ce niveau-là. Et aussi, pour faire du pouce, un peu, comme on aime bien dire parfois, cet état de cannibalisme-là et d'état animal, ça nous fait penser au loup-garou.
Hein? Et apparemment qu'il y a eu des liens qui se sont faits entre, c'est ça, la psyché Wendigo versus loup-garou, qu'il y aurait des liens en quelque sorte entre ces deux êtres-là. Et donc, ce fameux pouce que je fais, c'est parce que je vous amène vers une histoire de loup-garou qui contient aussi d'autres petites perles de notre folklore québécois dont j'espère avoir le temps de vous raconter, expliquer, juste avant que Mo nous rejoigne dans quelques instants. Donc, sans plus attendre, dernière histoire de la soirée. Une histoire de loup-garou qui nous a été racontée par Eugène Dick. Qui est toujours dans le même livre aussi. Je veux juste préciser, Les meilleurs contes fantastiques québécois du 19e siècle de la maison d'édition Fides. Donc, une histoire de loup-garou. C'était à Saint-François de l'île d'Orléans, l'île des sorciers, qui est mis un peu entre guillemets, un soir de novembre. Le fricot était terminé. Fricot, c'est un festin où sont conviés parents et amis à l'occasion d'une fête de famille ou d'une noce. Donc, le fricot était terminé. Mais on ne se leva pas de table pour cela. L'inépuisable cruche fit encore une fois le recensement des convives, versant à chacun une dernière rassade de rhum. Puis vinrent les histoires, en ce moment qu'on aime tant. D'abord anodine et d'une gaieté fortement épicée, elles ne tardèrent pas à prendre une tournure plus en rapport avec la prédilection ordinaire des narrateurs et auditeurs. De drôlatiques, elles devinrent sérieuses, puis extraordinaires, puis tout à fait lugubres. Ce fut Antoine Bouet, l'huissier beau-parleur, l'avocat du village, qui les amena sensiblement sur ce terrain où il était chez lui. Ambroise Campagna venait de terminer une histoire dans laquelle un quêteux avait jeté un sort aux bêtes à cornes de son oncle, Baptiste Morancy. Et comme il était quelque peu esprit fort, ce Campagna, il n'avait pas manqué d'ajouter « Vous en croirez ce que vous voudrez, mais pour moi, je trouve que tous ces contes-là, c'est des bêtises. » « Des bêtises, interrompit vivement Antoine. Tu en parles bien à ton aise, Ambroise Campagna. Il pourrait bien t'en cuire, mon garçon, pour refuser ainsi de croire au châtiment que le bon Dieu nous envoie par l'entremise de ses amis, les pauvres. Il faut dire ici, entre parenthèses, que ce finaud d'Ambroise avait toujours le nom de Dieu à la bouche, bien qu'il fût moins croyant que n'importe qui. C'est vrai, murmura-t-on, Ambroise aura quelque chose. Remarque, ami Ambroise, que je ne te le souhaite pas. Au moins, reprit Antoine, mais si jamais il t'arrivait, comme à ce pauvre Jean Plante de l'Argenterie, qu'est-ce qui est arrivé à Jean Plante? Demande-t-on avec une curiosité inquiète. Voilà, reprit solennellement Antoine, tout fier d'avoir mis la puce à l'oreille de son auditoire et, se plaçant à califourchon sur une chaise, dans l'attitude du conteur qui se dispose à produire de l'effet. Si nous allumions avant de commencer, fit observer une voix. Oui, bourrons les pipes, répondit-on de partout. Antoine est beau parleur et en a pour longtemps. D'ailleurs, on goûte mieux une histoire en tirant une touche. Pipe, calumet, brûle-gueule et blague à tabac sortirent simultanément de toutes les poches et se fut enveloppé, comme Jupiter tonnant, d'un nuage de fumée qu'Antoine Bouet, le beau-parleur, commença son récit. Jean Plante de l'Argenterie, dit-il, était comme Ambroise Campagna. Il ne croyait pas aux loups-garous, il riait des revenants, il se moquait des sorts. Quand on en parlait devant lui, il ne manquait jamais de dire avec un gros ricanement « Je voudrais en rencontrer un de vos revenants ou de vos loups-garous. C'est moi qui vous l'arrangerai de la belle manière. » Propos inconvenant, vous l'avouerez, et qu'on ne devrait jamais entendre sortir de la bouche d'un chrétien qui respecte les secrets du bon Dieu. Ne va pas croire au moins, Ambroise, que j'ai dit ça pour toi. Je parle en général. Il faut dire, mes chers amis,
que Jean Plante vivait alors, il y a de ça une trentaine d'années, dans un vieux moulin à farine situé en bas des côtes de l'Argentonais, à pas loin de 20 arpents de la plus proche habitation. Il avait avec lui pendant le jour son jeune frère Thomas pour lui aider à faire le plus gros d'ouvrage. Mais la nuit, il couchait tout seul au second étage. C'est qu'il n'était pas peureux, Jean Plante, et qu'on aurait bien couru toute l'île d'Orléans pour trouver son pareil. Il était, en outre de cela, pas mal ivrogne et colère en diable quand il se trouvait chaud, donc quand il était sous les effets d'alcool, c'est qu'il lui arrivait 6 jours sur 8. Dans cet état, je vous assure qu'il ne faisait pas bon le regarder de travers ou lui dire un mot plus haut que l'autre. Le méchant homme était capable de vous flanquer des coups de la grande faux qu'on voyait toujours accroché près de son lit. Or, il arriva qu'un après-midi où Jean Plante avait levé le coude un nombre incalculable de fois, un quêteux, on pourrait dire un pauvre, un robineux, quelqu'un qui demande des sous sur le chemin, se présenta au moulin et demanda la charité pour l'amour du bon Dieu. La charité, fainéant, attends un peu, je te vais la faire, la charité, cria Jean, qui courut sur le pauvre homme et lui donna un grand coup de pied dans le derrière. Le quêteux ne dit pas mot, mais il braqua sur le meunier une paire de yeux qui aurait dû le faire réfléchir. Puis il descendit lentement l'escalier et s'en alla. Au pied de la cour du moulin, il rencontra Thomas qui arrivait avec une charge d'avoine. « La charité, pour l'amour du bon Dieu ?» demanda-t-il poliment en ôtant son vieux chapeau. « Va au diable, j'ai pas le temps !» répondit durement Thomas qui se mit à fouetter ses bœufs. Comme tout à l'heure, le quêteux ne souffla mot, mais il étendit sa main sèche du côté du moulin et disparut au milieu des arbres. Ici, le narrateur fit une pause habile pour exciter davantage la curiosité de son auditoire, lequel, pourtant suspendu aux lèvres d'Antoine, n'avait certes pas besoin de cet aiguillon. Puis il secoua la cendre de sa pipe sur l'ongle de son pouce et reprit. Le quêteux n'avait pas plutôt fait ce geste que cric, crac, le moulin s'arrêta net. Jean lâcha un juron et s'en fut voir ce qu'il y avait. Mais il eut beau examiner la grande roue, les petites roues d'engrenage, les courroies et tout le Bataclan, il ne trouva rien. Tout paraissait en ordre. L'eau ne manquait pas non plus. Il appela son frère. « Hé, Thomas! » Ensuite, « Le moulin est arrêté. »« Ben, je le vois bien. »« De quoi est-ce que ça dépend? »« Ben, j'en sais rien. »« Comment? T'en sais rien? Mais c'est qui? »« Mais c'est qu'il faut le savoir, mon gars. C'est pas mon affaire, à moi. Regarde ce qu'il a, ton moulin. »« C'est pas ton affaire. On va voir ça, mon garçon. Rempoche-moi un peu d'avoine que tu viens de jeter dans la trémie. Il y a des pierres dedans, je le gagerais. Bah, il n'y a pas de cailloux dans mon avoine, je les aurais vus, je suppose. T'as pas la vue bonne aujourd'hui. Allez, rempoche tout de suite, ou sinon... Viens-y donc voir, répliqua aigrement Thomas, mais il n'eut pas plutôt regardé les yeux gris, tout pleins d'étincelles de son frère Jean, qu'il se baissa immédiatement et se mit en devoir de vider le grand entonnoir où, comme vous savez, on jette le grain destiné à être moulu. La meule se trouva bientôt à découvert. Jean se baissa à son tour, tâta, palpa, fit toutes les simagrées inimaginables. Rien. C'est pas mal drôle tout de même, cette affaire-là, marmonna-t-il entre ses dents. Tout est correct et cependant le moulin ne veut pas marcher. Je sais ce que c'est, fit tout à coup Thomas en se frappant le front. Ceci, dis-le donc, imbécile. C'est le maudit quêteux tout à l'heure qui lui a jeté un sort. Cré bête. Tiens, voilà où je les loge, moi, les sorts, ricana Jean Plante en allongeant à son frère un maître coup de pied. Ce pauvre Thomas, il en souleva de terre et alla tomber sur les mains à 10 pieds plus loin. Quand il se releva, il était bleu de colère et il courut tout droit sur Jean. Mais le meunier, qui pouvait en rosser une demi-douzaine comme celui-là, lui prit les poignets et l'arrêta court. « Halte là, mon gars, dit-il, on ne lève pas la main sur Jean Plante ou il en cuit. » Thomas vit bien qu'il n'était pas le plus fort. Pleurant de rage, il alla ramasser son chapeau. Puis il sortit, en montrant le poing à son frère et en lui disant d'un ton de menace « Quand tu me reverras, là! » Jean resta donc seul. Tout le reste de l'après-midi, il l'employa à essayer de faire marcher son moulin. Mais bernique, la grande roue faisait un tour, puis crac, la mécanique s'arrêtait net.
On verra demain ce qui l'empêche d'aller, se dit-il à la fin, Jean Plante. En attendant, fait-on, puisqu'il n'y a rien d'autre chose à faire. Et notre homme installa sa cruche sur la table et se mit à boire, que c'était un plaisir. Un verre de rhum n'attendait pas l'autre, si bien qu'à minuit, il était saoul comme une bourrique. Il songea alors à se coucher. C'est une chose facile à faire quand on est à jeun et qu'un bon lit nous attend, mais quand les jambes refusent de nous porter, il faut s'y prendre à plusieurs fois pour réussir. Or, cette nuit-là, le meunier avait les pattes de derrière molles comme de la laine. Il se cognait à tous les meubles et prenait des embardées qui l'éloignaient toujours de sa paillasse. Finalement, il se fâcha. « Ah ça, dit-il en se disposant à essayer une dernière fois, de ce coup-là, je me lance pour la mort ou pour la vie. » Et il prit son élan, les bras en avant. Mais ce ne fut pas son grabat qui l'atteignit, ce fut la porte de l'escalier restée entr'ouverte. Jean roula jusqu'en bas comme un paquet de linge et se trouva dehors à la belle étoile. Essayer de remonter? Impossible. Il fallut donc passer la nuit là, au beau milieu du bois et avec la terre dure pour paillasse. Aussi, quoique saoul, Jean ne put fermer l'œil. Il s'amusa à compter les étoiles et à voir les nuages glisser sur la lune. Vers environ 2 heures du matin, un grand vent du nord s'éleva qui, s'engouffrant dans la cage de l'escalier, éteignit la chandelle restée allumée dans le moulin. « Merci, monsieur le vent, dit Jean Plante. Vous êtes plus ménager que moi, vous soufflez ma chandelle. » Et il se mit à ricaner. Mais son plaisir ne dura pas longtemps. La lumière reparut au bout de 5 minutes et, pendant une bonne heure, elle se promena d'une fenêtre à l'autre, comme si une main invisible l'eût fait marcher. En même temps, il arrivait de l'intérieur du moulin des bruits de chaîne, des gémissements, des cris étouffés, que c'était à faire dresser les cheveux sur la tête et à croire que tous les diables d'enfer faisaient sabbat là-dedans. Puis, quand ce tapage effrayant eut cessé, ce fut autre chose. Des feux follets bleus, verts, livides, rouges, se mirent à danser sur le toit et à courir d'un pignon à l'autre. Il y en eut même qui vinrent effleurer la figure du pauvre ivrogne, au point qu'ils lui roussirent un peu la chevelure et la barbe. Enfin, pour combler la mesure, une espèce de grand chien à poils roux, haut de 3 pieds au moins, rôdait au milieu des arbres, s'arrêtant parfois et dardant sur le meunier des gros yeux qui brillaient comme des charbons enflammés. Jean Plante avait froid dans le dos et les cheveux hérissés comme les poils d'un porc-épic. Il essaya plusieurs fois de se relever pour prendre sa course vers les maisons. Mais la terreur le paralysait autant que l'ivresse et il ne put en venir à bout qu'au petit jour, alors que toutes les épouvantes de cette nuit terrible avaient disparu. Avec la clarté du soleil, Jean retrouva son courage et se moqua de ce qu'il avait vu. Pourtant, il lui resta une certaine souleur qui l'empêcha d'abord d'en rire, bien franchement. Mais il n'a pas aussitôt lampé 2 ou 3 bons verres de rhum qu'il redevint gouailleur comme la veille et se mit à défier tous les revenants et les loups-garous de l'île de venir lui faire peur. La journée se passa en essais inutiles pour faire repartir le moulin. Il était ensorcelé tout de bon, car il n'y eut pas tant seulement moyen de lui faire faire de suite 2 tours de roue. Jean vit approcher le soir avec une certaine appréhension. Il avait beau se dire qu'il avait rêvé la nuit précédente, son esprit n'était pas en repos. Mais comme l'orgueil l'empêchait de monter aux maisons, où l'on n'aurait pas manqué de le railler, il coucha bravement au moulin, non toutefois sans avoir soigneusement fermé portes et fenêtres. Tout alla bien jusqu'à minuit. Jean se flattait que la scène de la veille ne se renouvellerait plus et qu'il pouvait compter sur un bon somme. Mais ding ding, comme le 12e tintement de l'horloge finissait de résonner, le tapage recommença. Vlan, un coup de poing ici. Boum, un coup de pied là. Puis des lamentations, puis des gémissements de chaîne, puis des éclats de rire, des chuchotements,
des lueurs soudaines, des souffles étranges qui se croisaient dans la chambre, bref, un charivari à faire mourir de frayeur. Jean, lui, se fâcha blanc. Il bondit sur sa grand faux et, jurant comme un possédé, il fureta dans toutes les chambres du moulin, sans même en excepter le grenier. Mais, chose curieuse, quand le meunier arrivait dans un endroit, le bruit cessait aussitôt pour se reproduire à la place qu'il venait de quitter. C'était à n'en devenir fou. De guerre lasse, Jean Plante regagna son lit et ramena les couvertures par-dessus sa tête, ce qui ne l'empêcha pas de grelotter de fièvre tout le reste de la nuit. Cela dura ainsi pendant plus d'une semaine. Le soir de la 8e journée, qui se trouvait être le propre jour de la Toussaint, Jean veillait encore seul. Il n'avait pas été à la messe, sous prétexte qu'il faisait trop mauvais, aimant mieux passer son temps à buvasser et braver le bon Dieu. Il était pourtant bien changé, le pauvre homme. Sa figure bouffie et ses yeux brillants de fièvre disaient assez quelle affreuse semaine d'insomnie il avait passée. Au dehors, le vent de nord-est faisait rage, fouettant les vitres avec une petite pluie fine qui durait depuis le matin. Pas la moindre lune au firmament. Une nuit noire comme de l'encre. Jean était à côté sur la table, en face de son éternelle cruche, qu'il regardait d'un air hébété. La chandelle fumait, laissant tomber sur le suif son lumignon carbonisé. Il faisait noir dans la chambre. Tout à coup, l'horloge sonna 11 heures. Jean Plante tressaillit et fit mine de se lever. Mais l'orgueil le fit retomber sur sa chaise. « Il ne sera pas dit que je céderai, » murmura-t-il d'une voix farouche. « J'ai pas peur, moi. Non, 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 non. J'ai peur de rien. » Et il se versa à boire d'un air de défi. Minuit arriva. L'horloge se mit à sonner lentement ses 12 coups. Ding, ding, ding. Jean ne bougea pas. Il comptait les coups et regardait partout, les yeux grands comme des verres de montre. Au dernier tintement, flac! Une rafale de vent ouvrit violemment la porte et le grand chien roux de la première nuit apparut. Il s'assit sur son derrière, près du chambranle, et se mit tranquillement à regarder Jean Plante sans détourner la vue une seule seconde. Pendant 5 bonnes minutes, le meunier et le chien se dévisagèrent comme ça. Le premier rempli d'épouvante et les cheveux droits sur la tête, le second calme et menaçant. À la fin, Jean n'y put tenir. Il se leva et voulut moucher la chandelle pour mieux voir. La chandelle s'éteignit sous ses doigts. Jean chercha vite le paquet d'allumettes qui devait se trouver sur la table. Le paquet d'allumettes n'y était plus. Alors il eut véritablement peur et se mit à reculer dans la direction de son lit, observant toujours l'animal immobile. Celui-ci se leva lentement et se mit à se promener de long en large dans la chambre, se rapprochant peu à peu du lit. Ses yeux étaient devenus brillants, comme des globes de feu, et il les tenait toujours attachés sur le meunier. Quand il ne fut plus qu'à 3 pas de Jean Plante, le pauvre homme perdit la tête et sauta sur sa faux. « C'est un loup-garou » cria-t-il d'une voix étranglée, et ramenant avec force son arme, il en frappa furieusement l'animal. Aussitôt, il arriva une chose bien surprenante. Le moulin se mit à marcher comme un tonnerre, pendant qu'une lueur soudaine envahissait la chambre. Thomas Plante venait de surgir, tenant une allumette enflammée dans ses doigts. Le grand chien s'était évanoui. Sans souffler mot, Thomas ralluma la chandelle. Puis, apercevant son frère qui tenait toujours sa faux, « Ah ça, dit-il, que diable faisais-tu donc là, à la noirceur? Deviendrais-tu fou par hasard? » Jean, livide et hagard, ne répondit pas. Il regardait Thomas, à qui il manquait un bout de l'oreille droite.
Qui t'a arrangé l'oreille comme ça? Demanda-t-il d'une voix qui n'était plus qu'un souffle. Tu le sais bien, répondit durement Thomas. Jean se baissa et ramassa par terre un bout d'oreille de chien, encore saignant. Oh, c'était donc toi, murmura-t-il, et portant la main à son front, il éclata d'un rire lugubre. Jean Plante était fou. Et voilà. Fin de l'histoire. Donc, c'est son frère qui est un loup-garou. J'avais pas lu la fin. Ah, comme c'est délectable. Et pour en revenir, je prends une petite minute juste par rapport au folklore québécois. Le quêteux, ça, c'est super important dans le folklore du Québec parce qu'on avait notamment, on appelle ça un banc de quêteux. Donc, c'est un meuble que toutes les familles avaient dans leur maison à l'époque. On peut encore en trouver dans les brocanteries, tout ça. Mais c'est ça, donc ça s'appelait, ce meuble-là, c'est un banc quêteux. Donc, c'est comme un banc de laquelle on peut ouvrir l'assise et à l'intérieur, c'est un peu comme un coffre. Il y avait toujours des choses prêtes, préparées pour si jamais il y avait un quêteux qui venait cogner à notre porte. Il y avait cette croyance-là et donc cette manière-là qu'avaient les Québécois de toujours être prêt. Si quelqu'un venait cogner chez toi, tu devais lui prêter assistance. C'était quelque chose qui faisait partie des mœurs. Notamment par rapport à l'Église, hein, d'aider son prochain et tout ça. Et donc, à travers cette obligation-là qu'on a d'aider une personne qui vient cogner chez nous parce qu'elle est mal prise, il y a eu des histoires orales qui ont été racontées, qui ont été inventées par rapport au quêteux. Parce que le quêteux était aussi important parce que c'était souvent des voyageurs qui se promenaient d'une ville à l'autre et donc qui pouvaient aussi nous amener, nous faire savoir qu'est-ce qui se passait chez la famille plus loin ou dans le village voisin. Parce que, bon, évidemment, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas de téléphone dans ce temps-là et on n'avait pas nécessairement le temps d'aller visiter les autres villes, les autres villages. Donc, le quêteux aussi avait cette importance-là, vu que lui, il voyageait, de nous amener des nouvelles aussi. Donc, il y avait de ça. Et aussi, c'est ça, au niveau de notre folklore, le quêteux, c'est un peu comme ce fameux danseur que personne connaît qui arrive dans les veillées. Mais il vient aussi éprouver notre religion, notre croyance. Si on n'est pas généreux, il peut nous arriver malheur. Puis c'est un peu comme ça que cette histoire de loup-garou commence. Donc, c'est dans ce principe-là. Il y a plusieurs histoires reliées au quêteux, tout comme ce fameux diable qui arrive dans les veillées aussi. Donc, il est 4h32. Si on a un petit 5 minutes à la fin, s'il y avait des questions, on y reviendra. Mais là, c'est le temps qu'on accueille Mo, notre alchimiste en résidence. Alina, est-ce que tu avais une petite musique? Une petite musique par rapport à quoi? Par rapport à Mo, pour son intro. Non, pas encore. Je suis désolée. Non, pas encore. C'est pas bien, c'est pas bien. Il n'y a pas de problème. Je suis en retard. Il n'y a pas de problème. Ce sera une prochaine fois. Oui, promis. Oui. Mo, bienvenue pour ce dernier 30 minutes. Bonjour. Ça va bien, Maggie? Oui, ça va très bien, merci. J'ai la voix un peu échauffée à raconter toutes ces histoires depuis 21 heures, mais là, j'aurai une petite pause parce que toi aussi, tu as des choses à nous raconter. C'était par rapport à Halloween, ça mène un peu? Exactement, comme on a parlé en préparant l'émission, au niveau de l'alchimie, on n'a pas vraiment de mythe directement lié. Par contre, les alchimistes analysent les saisons, les périodes qu'on vit au cours de l'année, puis on a toujours une correspondance avec ça. Fait que je m'en viens vous présenter un peu qu'est-ce que cette période de l'année veut dire pour nous, puis
c'est ça, comment est-ce que vous pouvez changer votre vision par rapport à ça vous-même. Oui, ou juste la bonifier aussi, parce Exactement. que souvent, hein, d'une pratique à l'autre, il y a des choses qui se rejoignent. C'est pas toutes des boîtes qui peuvent pas s'imbriquer un peu une dans l'autre. Oui, puis comme vous commencez à voir probablement, au niveau de l'alchimie, oui, il y a tout le côté pratique qui est peu accessible, mais par contre, la vision au travers de comment que la nature fonctionne, ça, c'est accessible à tous, forcément. Super! Donc, c'est ça, pour vous faire lien avec la période de l'année, cette période d'Halloween, etc., du mois d'octobre, pour nous, toute la période du Samhain, on peut l'associer au Nigredo, qu'on appelle plus communément à l'œuvre au noir. En fait, en alchimie, on a 3 grands œuvres et un caché, entre guillemets, donc 4, ce qui peut fonctionner avec les saisons aussi. Fait qu'on a l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au jaune qu'on parle moins, comme je dis, qui est plus cachée, qu'on peut considérer plus comme une transition, puis l'œuvre au rouge. Donc, forcément, la période du Samhain, on est dans l'œuvre au noir. Fait que, comme j'expliquais, c'est la première phase pour nous. C'est une phase qui symbolise la putréfaction, la mort symbolique aussi, parce que lorsqu'on fait putréfier nos matières, etc., le but n'est pas de tuer la matière en tant que telle, mais de la réveiller et de la départir de certaines parties. Fait que certaines parties ont à mourir vraiment, mais d'autres parties ont à se régénérer. Fait que correspondance avec l'obscurité, toute matière qu'on décompose va tourner dans cette couleur noire-là en tant que telle. Fait que donc, l'Halloween en tant que tel, ben, ça incarne vraiment cette phase de fin de cycle, de descente dans les ténèbres, de mise à mort de l'ancien soi. Lorsqu'on travaille avec une matière, justement, ben, on va la transformer au travers de la putréfaction, au travers de la fermentation. Donc, l'ancienne façon que la matière avait d'être va être renouvelée. Et c'est toutes des choses qu'on peut travailler nous-mêmes dans notre laboratoire corporel, je vais dire. Fait que, donc, pour ce qui est, exemple, des costumes, les masques, les offrandes aux morts, ben, pour nous, tout ça, ça l'évoque la mise en scène, la dissolution. La dissolution. Explique-nous plus avant. Ben, c'est cocasse parce que je vais faire part justement. On vient d'aller voir une prestation artistique de Olivier de Sagazan, que peut-être que vous connaissez. Sinon, je vous invite à aller voir ses prestations. C'est facilement trouvable sur YouTube, etc. L'artiste travaille avec de l'argile, puis s'en met sur le visage, sur le corps et sculpte au fur et à mesure devant nous-mêmes. Puis comme tu te rappelles probablement au cours de cette expérience-là qu'on a vécue, de cette prestation-là, je t'ai clairement mentionné à quel point ça m'évoquait justement la dissolution, la dissolution de l'âme, etc. Âme qui pour nous, on associe vraiment comme avec notre personnalité, ben on peut clairement faire un rapport avec ça au travers des masques et des changements en tant que tel. Oui, tout à fait. Mais ça arrive dans une bonne période, dans la parfaite période de l'année, parce qu'on arrive vers la fin de l'année, en tout cas pour l'hémisphère nord, où est-ce que justement, on arrive à Samhain, à la journée des morts, la fête des morts, puis après ça, on s'en va jusqu'au solstice d'hiver, donc les journées se raccourcissent et tout ça. On quitte le beau temps pour un temps de froid. La nature se transforme grossièrement et subtilement aussi. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce temps-là de l'année, de fin octobre jusqu'au solstice? Ben c'est ça coïncide un peu avec ce que tu dis. Exactement. Avec la vision alchimique de ce temps-là de l'année. Fait que c'est un moment propice pour nous-mêmes, justement, à travailler sur notre dissolution. Parce que, tu sais, même les personnes qui se disent, qui vont dire, mettons, qu'on se connaît bien, puis qu'on est bien établi dans notre personnalité, on est établi dans un certain cadre. Si on change de cadre, les choses changent. Fait que je crois que c'est toujours une recherche, en fait, d'aller vers notre vrai nous. Fait que le travail de dissolution est quelque chose d'important, puis on peut s'en servir justement dans ce moment-ci de l'année pour être complètement en accord avec la nature. Ça nous fait voir un peu justement la porte des masques, des costumes d'une autre manière. Là, oui, maintenant, tu sais, on fait ça comme pour le plaisir, etc., mais si on pense d'un sens plus profond, effectivement, il y a moyen de faire des liens avec ça.
On dit justement que les Celtes se déguisaient pour tromper les esprits, mais aussi pour inverser les rôles sociaux. Ça va clairement dans ce sens-là, justement. Oui, tout à fait. Fait que donc, pour continuer dans les correspondances, ben, tu sais, c'est le moment de l'année qu'on a souvent des feux de joie aussi. Ben, feu de joie, feu pour nous égale purification. Fait que dissolution, purification. On dissout ce qu'il y a à dissoudre, comme ça on peut séparer le grossier du subtil, on purifie le grossier, etc. Là, je vous parle de travaux avec la matière, mais comme je répète, c'est des travaux qui se font intérieurement en nous-mêmes aussi, hein? Oui, tout à fait. Fait que comme que j'explique, ben, le feu, c'est un agent transformateur puis un catalyseur de changement intérieur. Puis sinon, comme je vous mentionnais, les masques, les inversions sociales, on peut très bien faire une correspondance avec le solve et coagula, dissoudre et recoaguler. Puis sinon, ben... exactement, c'est ça. C'est la dissolution des entités pour se recomposer autrement. Fait que l'Halloween, dans ce sens-là, devient un laboratoire rituel où chacun peut expérimenter une autre version de soi. On peut le voir d'une façon plus profonde, comme ça. Sinon, ben, si on continue dans le sens de correspondance, ben, y a des figures symboliques qu'on voit qui sont rattachées à l'Halloween, puis qu'on peut faire des liens avec l'alchimie, que ce soit comme la sorcière, qui est gardienne du savoir occulte, la manipulatrice des éléments, puis un archétype central. On a le chat noir, qui est un animal psychopompe, lié à la lune puis au mystère. Puis on a la citrouille, qu'on voit beaucoup, bien évidemment. Citrouille qui est fait intéressant pour nous en spagyrie, en alchimie, on considère que les végétaux qui sont creux, pendant qu'ils sont vivants, je parle, là, qui ont des cavités, on considère que c'est un moyen comme pour capturer la lumière en tant que telle. Fait que la citrouille, on peut la voir comme ça, justement. Un symbole de transformation, puis un réceptacle pour cette lumière-là. On a les fantômes qui sont des âmes détachées de mémoire du passé, donc manifestation du Négrido. Puis ben c'est ça, comme dans certains grimoires anciens, que ce soit alchimiques ou de magie cérémonielle, etc., ben c'est maintes fois mentionné justement que cette période de l'année est propice aux transformations. Fait que je venais vous remettre le point sur cette perception-là qu'on peut vivre au travers des festivités de l'Halloween, etc., mais qu'intérieurement, on peut ressentir comme ça en tant que tel. Ah, mais c'est super intéressant, surtout qu'est-ce que tu parlais justement des citrouilles, parce qu'il y a un... Puis le fait de... Ben c'est ça, en fait, on leur fait des masques en plus. Ben oui, non, mais tout est très interlié. C'est ça. On les rend vivantes un peu dans ce sens-là aussi. Exactement, on met des lumières à l'intérieur. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y avait une autre chose aussi qui m'échappait. Ben, c'est ça, le fait de se déguiser. On peut voir ça d'une manière... Ben, ça nous rappelle aussi tout ce que tu mentionnes, comment qu'on peut réappliquer ça des fois dans nos pratiques, pas nécessairement dans ce temps-ci. Ce temps-ci est propice à ce que tu viens tout de mentionner, mais c'est comme juste le fait de se rappeler justement le fait de se déguiser. Oui, c'est quelque chose qu'on peut faire à longueur d'année en rituel ou quoi que ce soit, mais là, on est dans une période de l'année où vraiment tout va dans le même sens, même au niveau de la nature en tant que telle, qui justement vit des changements, vit des décompositions, etc. Ben, c'est ça, dans ce temps-ci, on appelle ça un déguisement, mais tu sais, moi, j'ai des vêtements pour faire mes rituels. Fait que tu sais, on pourrait dire, ben, je me déguise en telle et telle chose, mais au contraire, c'est pas nécessairement un déguisement, c'est juste que je vais chercher au travers du vêtement un certain recoin de moi-même, mon côté pratiquante pour pratiquer les rites, exemple. Puis, en fait, ce qui nous amène à dire que dans le temps de l'Halloween, là, je peux choisir de me déguiser en n'importe quoi que je veux, donc à faire ressortir un côté de soi-même. Et même personnellement, je considère qu'il n'y a pas de choix qui sont faits pour rien. Il y a pas, quand on a un intérêt envers quelque chose, que ce soit
vraiment positif ou négatif, ça veut dire qu'il y a un lien en nous-mêmes en ça. Fait que l'Halloween, on le prend un peu comme un jeu maintenant, mais je veux dire, peu importe le costume que vous choisissez, si vous avez intérêt vers tel personnage ou tel personnage, on peut avoir question à se poser en tant que tel. C'est certain qu'il y a un lien plus profond que ça du pourquoi qu'on est porté à se déguiser d'une manière et non d'une autre, ou, etc. Puis en étant conscient, ben, on peut jouer de ça, justement, puis... en tant que tel, on pourrait convertir ce que je viens de vous partager vraiment comme... C'est applicable en cheminement initiatique, là, en tant que tel. On pourrait décider de, oui, vivre l'Halloween, etc., mais décider de se faire un rituel spécial pendant ce moment-là de l'année, puis de se servir de ces choses-là. Se dire, OK, je vais travailler sur la dissolution pendant mon rituel. Ben, je vais avoir tel costume et tel costume et tel costume... pour dissoudre certaines parties de ma personnalité, puis afin de me rapprocher de mon surmoi, qu'on appelle. Ou pour me préparer à la future année qui approche, etc. Oui, exactement. Ça peut aussi, nos vêtements peuvent illustrer vers quoi on veut être, qu'on veut s'améliorer. On ne pense pas souvent à ça. On va penser à des choses très faciles comme la couleur des chandelles ou prendre une telle pierre, quoi que ce soit, mais d'incarner physiquement, de se déguiser en quelque chose que j'aimerais être. Ça peut être une caricature aussi. Tu parlais de Guy de Sagazan. Quand il commence son spectacle, là, c'est un homme en cravate. Il est en veston cravate. En complet, comme un homme d'affaires. Oui, c'est ça. Puis à la fin, c'est complètement autre chose. Donc, ça peut aller jusqu'à une certaine caricature. Puis ça fait tout son sens aussi. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers ce genre d'extrémité-là, qui n'est pas si extrême que ça, mais que la société, des fois, nous empêche un peu d'aller vers ça. Oui, puis même, comme je dis, même au travers de la caricature, on peut se poser des questions plus profondes à pourquoi mon choix est allé vers ça, pourquoi que ce type de personnage-là me parle, ou qu'est-ce que ça l'évoque en moi. Puis justement, c'est une période de l'année qu'on voit souvent comme très sombre, etc. C'est le moment des monstres, des fantômes, des démons, des sorcières. Mais comme on peut voir avec ce que je viens de vous expliquer, en fait, toute cette partie sombre-là est vraiment liée avec la lumière, puis super gros son importance. Comme on voit dans les travaux laboratoires, en fait, tous ces moments sombres-là sont là pour révéler la vraie lumière cachée. Lorsqu'on fait lorsqu'on est dans le moment de la putréfaction, qu'on est dans des fermentations, la fermentation, c'est la bonne façon de faire une putréfaction. Puis on dit que ça l'ouvre des portes, en fait, pour laisser sortir le subtil. Le grossier entrave le subtil. Fait que quand nous-mêmes, on est dans un moment comme ça, de faire mourir des parties ou de dissoudre des parties de notre personnalité, ben c'est juste afin que notre surmoi puisse être plus fluide, sortir plus facilement, avoir moins d'entrave. Oui, avoir plus de place. Exactement. C'est ça, c'est toujours... Puis ça, on l'expérimente dans la vie de tous les jours. Si même les auditeurs, peut-être, ont déjà expérimenté. Des fois, il peut y avoir une relation amicale qui peut prendre fin, ou on peut perdre un travail, même des choses... Je prends des exemples comme très, très marquants, là, mais quand on fait de la place dans sa vie, étrangement, il y a des choses aussi qui arrivent. Il y a toujours un échange d'énergie qui se fait. Puis même moi que je vois au travers du textile, quand que j'entame certains travaux, il y a des choses qui se produisent. Puis en alchimie, c'est la même chose. Il faut faire de la place dans notre coupe, forcément. Si on se voit comme une coupe, c'est ça, on est soit bien rempli, mal rempli, trop vide, trop plein. C'est toujours la recherche du juste milieu, mais clairement, lorsqu'on tasse du grossier de la coupe, il y a de la place pour d'autres choses plus positives à venir. C'est pas toujours facile à faire, mais on constate toujours qu'il se passe quelque chose. C'est pas toujours facile à faire, puis je pense que pour certaines personnes aussi, de ce travail de dissolution-là, etc., c'est pas nécessairement facile parce que c'est un peu épeurant des fois de tomber face à nous-mêmes avec rien d'autre. On peut tomber plus rapidement justement dans nos complexes, etc. Mais je considère vraiment que c'est une belle partie de l'année pour voir à quel point que c'est important, que l'ombre est importante autant que la lumière, puis qu'ils fonctionnent ensemble, en fait. Je vais aller vers les messages parce que je vois que il y a
des questions. Il y a des questions, il y a des commentaires. Donc, très important qu'on vous visite, chers auditeurs, sur le chat. Donc, il y a Robert qui dit « L'œuvre au noir, l'œuvre au rouge, l'œuvre au blanc, d'où les cheveux noirs comme l'ébène, les lèvres rouges comme le sang et la peau blanche comme la neige du conte de Blanche-Neige. » Oui, Robert... On peut trouver des correspondances comme ça, un peu bondées dans les anciens contes et dans plusieurs choses, en fait. Oui. Il y a Alina qui dit « C'est marrant, en écoutant Maud, ça me montre le même travail dans la pratique de la féerie. En période sombre, on fait le même travail intérieur. » Je crois que les grandes vérités se rejoignent forcément. Oui, tout à fait. Et ça débute à Samhain jusqu'à l'arrivée du printemps. Il y a Robert qui continue. Et les nains étaient des mineurs visita interiora terrae rectificando in venis occultum lapidem. La phrase qui donne le vitriol. On est un peu dans un moment vitriolique, justement, parce que c'est un moment qui demande une descente en nous-mêmes, ce qui est sombre, puis un travail pour se purifier. C'est ce que la nature fait d'ailleurs, justement, en ce moment. Hein. Tout le temps, à partir de maintenant, tout le travail va se passer plus en terre, caché, sans qu'on s'en rende compte. Mais on s'en rend compte au printemps quand la vie reprend, forcément. Oui, il y a eu un travail pendant ce moment-là qui paraissait mort. Tout à fait. Alors, base de l'alchimie des 7 lettres, oui, le vitriol. Donc, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus du vitriol? Toi, tu as fait des travaux. J'ai fait des travaux avec le vitriol. En fait, c'est un peu complexe. Le vitriol, en tant que tel, la matière, elle sert à ouvrir d'autres métaux. Généralement, c'est pour ça que les alchimistes vont le faire. Fait que ça tombe un solvant très fort, c'est quelque chose qui ouvre. Mais comme qu'on voit au travers de l'acronyme, je crois qu'on appelle avec la phrase. Oui, ouais. Comme on voit au travers de l'acronyme, ça nous pousse nous-mêmes à un travail en ce sens. Donc, je pourrais dire que juste le fait on peut l'étudier, mais forcément le fait de créer un vitriol va nous apporter à cette descente-là en nous-mêmes afin de nous rectifier pour que finalement le produit puisse arriver d'une façon le plus pure possible et le plus efficace possible. Oui, donc on peut le visiter juste, c'est ça, en lisant sur la chose et tout ça, mais en le mettant en pratique aussi, ça nous amène un autre point de vue qui est incomparable. Là, tu vis vraiment quelque chose, c'est littéralement avec la matière. Forcément. C'est de trouver aussi comment... Comme tu vois, en ce moment, moi, je porte du vitriol même, un vitriol de Vénus, donc un vitriol de cuivre pour la communication, donc, fait que... on peut se servir de ces produits-là de maintes façons. Comme un petit talisman. Exactement. Qui t'accompagne. De sulfure, Robert qui dit que chimiquement, il s'agit de sulfure de cuivre. Est-ce que tu sais, moi, rendu là, je ne sais pas. En fait, je me sers du fer. Scientifiquement, si on parle de tout ça, puis on tombe dans cette gamme-là, oui, tu es proche avec tes sulfures. Par contre, de la façon que c'est extrait, on ne peut pas dire que c'est du sulfate de cuivre qu'on extrait, étant donné que le vitriol est un mix entre le minéral et le végétal. Donc, scientifiquement parlant, on ne peut plus appeler ça simplement des sulfates de cuivre. Fait que le plus près que j'ai trouvé personnellement en recherche scientifique, on va dire qu'on extrait des ions en tant que tel. Par contre, comme je précisais, des vitriols, ben il y en a des 7 planètes. Fait que pour ce qui est du vitriol de Vénus, qui est le vitriol le plus commun, oui, on est dans le cuivre cette fois-ci. Un vitriol de Mars serait associé à fer, avec le fer, etc. Puis, j'avais comme une question, un truc à dire, mais ça m'échappe. Donnez-moi un instant. Ça me revient pas. Mais tout ça est super intéressant. Puis, voyons, ça passe dans mon cerveau puis ça repart. Je vais peut-être me rappeler, il nous reste encore un 7 minutes. Mais sinon, si on revient à l'Halloween, tu as parlé aussi du chat.
On peut revisiter parce que c'est ça, on en a parlé brièvement, mais quelque chose qui est intéressant aussi par rapport à sa main. Puis justement que tu mentionnes le chat, hein, le chat, on se rappelle, c'est un être qui va traverser entre les mondes. Puis sa main, c'est un temps aussi où est-ce que le voile est beaucoup plus fin. Est-ce que au niveau de l'alchimie, c'est quelque chose qui est regardé, peut-être au niveau de la divination ou certains travaux, justement, où est-ce que c'est plus facile d'accéder à cet autre monde-là? Je comprends très, très bien où tu veux en venir. Si on parle au niveau de l'alchimie directement, donc la voie du grand œuvre, forcément, là, on tombe très en accord avec la nature. Ben, je dis très en accord. En limite, on serait un peu en décalé parce que en temps normal, si vous travaillez sur la voie du grand œuvre, votre matière première est déjà récoltée. Donc, elle a déjà subi son moment de fermentation. Puis maintenant, on va commencer à la travailler et c'est nous qui va fermenter pendant ce travail. OK. Donc, oui, il y a un rapport très, très intérieur, très introspectif, de remise en question, etc. Toi, tu m'as vu aller au cours des années, là, justement, c'est les moments où on tombe... c'est les moments où moi, je tombe enfermé dans mon laboratoire à la cave et que les travaux sont longs. C'est des travaux très contemplatifs, justement. Donc, ça pousse à cette introspection-là. On joue avec des choses très subtiles. Donc, forcément, on est sur cette ligne-là entre les mondes, justement. Ouais, c'est ça, exactement. Puis ça va durer après ça tout l'hiver parce que c'est ça, tu sais, ça même des fois, on a l'impression que ça dure juste un certain moment, c'est l'ouverture de ce voile-là. Mais tu sais, on va vers les grandes nuits, donc on reste, tu sais, moi, je reste dans cet état-là pendant c'est des transitions calmes, je dirais. C'est ça, donc c'est pas quelque chose qui est juste ponctuel, c'est juste comme un début, puis tu sais, ouais, c'est ça, comme entamer une période où est-ce que le monde plus sensible est plus accessible, en fait. Parce qu'après ça, c'est ça, on va vers les grandes nuits, vers le solstice, puis après ça, c'est ça, on a la période de grande noirceur qui suit, qui est comme les 2 premières semaines de janvier. Fait que c'est comme un gros 3 semaines, puis après ça, on sent à partir du 1er février, un certain changement. Comme je dis, on est toujours un petit peu en décalé, mais en somme, des choses comme ça, partagées avec vous dans l'émission, me ramènent à me poser des questions sur moi-même puis sur ce que je vis. Mais avant de tomber à plus expliquer mes travaux, justement... je pense que c'est ce genre de choses, des fois, que tu te rends même pas compte, là, vu que tu as les 2 pieds dedans. Fait que c'est un coup que le moment est passé puis que tu te regardes, là, tu fais comme, OK, j'étais dans cet état-là, bien clairement. Puis là, l'état, elle a changé, tu sais. Oui, c'est dans le changement d'état qu'on s'aperçoit que qu'est-ce qui est derrière nous. Exactement. C'est ça, on vient c'est après la transition, parfois, qu'on se rend compte de... Pour avoir quelques années d'analyse de ce sens-là, parce que comme tu sais, en tout cas, j'ai eu une année à partager des articles au niveau, justement, de chaque moment de l'année en correspondance alchimique, puis je peux vous confirmer là, que les périodes de l'année, ce qui se passe dans la nature, quand on est en travaux de ce sens-là, ça duplique. Là. Ce qui se passe dehors va se passer en dedans, forcément. Oui, tout à fait, tout à fait. Ah, mais c'est super intéressant, encore une fois. Maud, merci beaucoup. Grand plaisir. Petit dernier regard sur... pour entrer dans le... Suivez le lapin noir pour entrer dans le vitriol. Donc, merci beaucoup de ta présence. C'est encore une fois super intéressant. Ça fait plaisir, en espérant que ça allait amener une autre perspective à certaines personnes et que ça puisse être utile dans ce moment-là de l'année pour eux. Ben oui, absolument. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On arrive déjà au terme de notre 2e heure de notre émission du mois d'octobre. J'espère que vous avez grandement apprécié. Il y a comme quelqu'un dans mon parking. Excusez-moi, je suis un peu ébranlée. Donc, retrouvez-nous pour le mois de novembre pour une autre émission de l'Observatoire en Scorpion. Merci à Maud d'avoir été là. Une petite pensée vers Kat et son anniversaire elle est en train de festoyer. Merci de vos belles présences. Alina, merci de m'avoir accompagnée encore une fois pour un autre observatoire. Et on se dit à une prochaine. Joyeux Samhain, joyeuse célébration à tous. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia.
Radio Antasia.